Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des armes et la science by Jérémy. Alors on va parler de balistique aujourd'hui, c'est une vidéo qui fait suite à la vidéo sur la balistique terminale qui a eu de très bons retours auprès de la communauté. Je vous remercie beaucoup des retours que vous m'avez fait. Alors l'idée aujourd'hui c'est qu'on va parler de stabilité d'un projectile, pour comment bien stabiliser un projectile, pourquoi c'est important et les phénomènes physiques qu'il y a derrière. D'autant plus qu'on est à une période très particulière de transition entre des projectiles qui sont en plomb vers des projectiles qui sont sans plomb, notamment en alliage de cuivre, et vous allez voir, ça a une importance fondamentale sur la stabilité des projectiles et les pas de rayures. Donc c'est vraiment ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérémy, je suis tireur sportif longue distance, rechargeur et ex-ingénieur dans le développement des munitions, et je vais essayer de vous partager ma connaissance acquise lors de ces années de pratique. Alors aujourd'hui, vraiment, on va commencer par de la physique, parce que je pense que c'est hyper important de remettre la physique au cœur de tout ça. Ça va être assez rapide et franchement, c'est pas très compliqué. Lorsqu'on regarde un projectile qui est en vol, tout simplement, il va subir deux forces fondamentales. La première force, c'est la force de gravité, parce que oui, il est attiré inexorablement vers le centre de la Terre, on ne peut pas y faire grand-chose. Une autre force qui vient s'appliquer sur l'avant du projectile, c'est ce qu'on va appeler la résistance aérodynamique. C'est la résistance qu'oppose l'air à l'avancée du projectile. C'est une force qui est dans l'axe du projectile et qui vient s'appliquer sur ce qu'on appelle le centre de pression. Vous allez voir généralement écrit comme CP sur beaucoup de schémas balistiques. Alors ça, quand on observe ces forces, on voit que ça crée un couple. C'est donc deux forces qui veulent faire tournoyer le projectile. Ça, c'est si on utilise que ces deux forces-là, le projectile ne volera jamais le nez vers l'avant, parce que automatiquement il va basculer. Et donc ça, c'est pour ça qu'on a du coup besoin de faire tourner le projectile sur lui-même pour le stabiliser. On va dire qu'on va rigidifier l'axe de révolution, et en rigidifiant cet axe, en fait, on va venir contrecarrer ce couple déstabilisateur qui veut faire tournoyer le projectile dans tous les sens. Ça, c'est vraiment fondamentalement pourquoi on doit stabiliser les projectiles. On le faisait pas à l'époque où on tirait des billes, des balles sous forme de billes, des sphères, parce qu'en fait le centre de pression et le centre de gravité étaient exactement au même endroit, donc on n'avait pas ce couple déstabilisateur, puisque les deux points d'action étaient centrés sur le centre de la bille. Les précisions étaient assez aléatoires, mais il n'y avait pas vraiment de nécessité à les faire tourner sur elles-mêmes. Aujourd'hui, quand on tire des projectiles qui sont élancés, comme on n'a plus les deux centres d'application de ces forces qui sont au même endroit, on a une obligation de stabiliser le projectile par le biais des rotations donné par le canon. Alors ça, c'est vraiment hyper important et c'est fondamental pour la suite. Ensuite, quand on tire des projectiles qui sont plus lourds, quand on dit qu'un projectile est plus lourd, pour un même calibre, comme on est bridé sur le diamètre, il ne peut pas être plus gros que le diamètre du canon, on est obligé de l'allonger. Pour, simplement, la masse, il faut bien qu'elle aille quelque part. Donc elle va dans la longueur du projectile. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus un projectile est long, plus le centre de pression et le centre de gravité sont éloignés de l'un de l'autre, et plus le couple déstabilisateur va être important. C'est un couple, c'est bien une force par une longueur. Et une longueur, c'est souvent ce qu'on appelle le bras de levier. Exemple pour ceux qui font un peu de mécanique, quand vous voulez serrer un écrou et que vous avez juste une petite clé, mais que vous n'avez pas mis assez de force, assez de couple, vous faites quoi? Vous mettez une rallonge. Vous allez appliquer la même force parce que vos bras, ils ont une certaine force. Simplement, comme le bras de levier est plus grand, le couple est plus important et vous allez serrer plus fort le boulon. Bon voilà, c'est le même principe. Là, plus le projectile est long, plus les forces sont espacées les unes des autres, plus l'effet de couple déstabilisateur est important. Et donc, plus il faut faire tourner vite le projectile sur lui-même, pour venir contrecarrer ce couple déstabilisateur qui est plus important. Voilà. Et donc c'est pour ça que vous allez avoir différents pas de rayures. Et c'est pour ça qu'il y a des pas de rayures qui sont plus ou moins courts ou plus ou moins longs. C'est pour contrecarrer des couples déstabilisateurs plus ou moins importants, parce que c'est des balles plus ou moins lourdes. Voilà, tout vient de là. On va prendre un exemple très classique pour que ça parle à tout le monde. On prend le 308 Winchester. Vous allez le trouver dans plusieurs configurations. Dans des pas de 1 pour 12, dans des pas de 1 pour 10, dans des pas de 1 pour 8. Alors on va simplifier, normalement on dit simplement des pas de 12, des pas de 10, des pas de 8. En fait, le 1 pour 1, 2.10, ça veut dire 1 tour tous les 10 pouces, ok? Voilà, simplement on dit 10, 12 et 8. Mais bon, comme beaucoup de personnes utilisent cet abus de langage, je voulais un petit peu, dès le début, le mettre de côté. Donc, si on prend l'exemple d'un pas de 10, ça veut dire quoi? Que mon projectile va faire un tour sur lui-même tous les 10 pouces. Comme 10 pouces, c'est environ 25 cm, ça veut simplement dire que tous les 25 cm de sa trajectoire, il va faire un tour complet. Voilà, aussi simple que ça. Donc, si j'ai un pas de 12, cette fois-ci, c'est un tour complet tous les 30 cm. Donc, vous voyez qu'il tourne moins vite sur lui-même. Donc, un pas de 12 en 308, vous allez être capable de stabiliser des projectiles de 168, 175, allez, on peut aller toucher, flirter avec les 180 grains, 185 grains, mais
Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc ça, voilà, le pad 12 il va faire ça. Le pad 10 il va permettre de tirer des projectiles qui sont encore plus lourds. On va pouvoir tirer des projectiles de 200 grains, voire même de 215 grains. Le pad 8 va vous permettre de tirer des 215, des 230, voire même parfois dans certaines configurations encore plus lourds. Donc voilà, comprenez que plus vous avez un pas de rayure avec un chiffre qui est petit, plus vous allez avoir une distance faible entre chaque tour du projectile, et donc plus rapidement vous allez le faire tourner sur lui-même, donc plus vous serez capable de stabiliser des projectiles lourds. Donc ça c'est vraiment fondamentalement ce qui est hyper important. Mais attention, il ne faut pas regarder que le pas de rayure. La vitesse à laquelle vous tirez le projectile est aussi hyper important. Ce qui est important dans la stabilité d'un projectile, c'est bien son nombre de rotations par minute ou de rotations par seconde. Et ça dépend de votre vitesse. Ok, donc je vais vous donner un exemple très simple. Un projectile à 1000 mètres par seconde dans un pas de 10. Donc, un pas de 10, c'est-à-dire que je fais une révolution tous les 25 cm. Donc, quand je fais 1 mètre, je fais 4 révolutions. Sauf que du coup, je fais 1000 mètres par seconde. Donc, qui dit 1000 mètres par seconde, dit 1000 fois 4 tours par seconde. Donc, ça fait 4000 rotations par seconde. Voilà, ça c'est la vitesse de rotation de mon projectile à 1000 mètres par seconde dans un pas de 10. Et donc si on l'exprime en rotation par minute, RPM, parce qu'on est habitué avec notre voiture, avec le compte tour, bon bah en fait vous multipliez par 60 pour l'avoir en minutes, et donc du coup 4000 fois 60, ça fait 240 000 rotations par minute. Vous voyez, on est loin des rotations d'un moteur, c'est extrêmement rapide. Maintenant, si on prend le même calcul, mais cette fois-ci, on n'a plus un projectile qui est dans un canon de 10 pouces, mais dans un canon hypothétique de 5 pouces. En fait, tout simplement, il va faire une révolution maintenant tous les 12,5 cm. Ça veut dire que du coup, sur 1 mètre, il va faire 8 révolutions. Il va toujours à 1000 mètres par seconde, donc il fait toujours 8000, du coup, enfin maintenant, il fait 8000 rotations par seconde. Donc ça fait 480 000 rotations par minute. Là, en fait, comme j'ai une même vitesse de sortie et un pas qui est 2 fois plus court, je le fais tourner 2 fois plus vite. Donc 480 000 rotations par minute. Mais j'ai dit que la vitesse, c'était important. Pourquoi c'était important? Si on fait le calcul, mais cette fois-ci, le projectile ne va plus à 1000 mètres par seconde, mais il va à 500 mètres par seconde. Il va 2 fois plus lentement. Il va toujours faire 8 tours tous les mètres, mais maintenant, il fait plus 1000 mètres par seconde, mais il fait plus que 500 mètres par seconde. Donc, du coup, 500 fois 8, en fait, vous retombez sur les 4000 rotations par seconde du premier cas. Le premier cas, c'était quoi? 1000 mètres par seconde dans un pas de 10. Et donc vous voyez que vous êtes capable de jouer en fonction de la vitesse prévisionnelle de votre projectile pour avoir des pas plus ou moins courts, plus ou moins longs. C'est pour ça que sur les projectiles qui sont tirés dans des armes qui marchent en subsonique, on va dans des pas extrêmement courts parce qu'on est bridé sur la composante de vitesse. On ne peut pas avoir beaucoup de vitesse, on est bridé par la vitesse du son. Si on veut que ça reste subsonique, il faut que ce soit à moins de 330 mètres par seconde. Donc on arrive dans des pas extrêmement courts, des pas de 6, des trucs de ce genre, pour dire bah en fait j'ai pas beaucoup de vitesse, donc il faut vraiment que j'aille dans des pas hyper serrés même pour faire stabiliser des projectiles qui sont relativement lourds. Ok ? Donc comment on calcule la stabilité d'un projectile? Pour ça, c'est ce qu'on va appeler le SG, le Stability Factor en fait, qui est un facteur qui va vous permettre de définir en fonction du résultat si vous êtes stable, pas stable ou marginalement stable. Le SG, c'est une formule mathématique, je vais éviter de vous la montrer à l'écran parce que je pense que beaucoup d'entre vous vont faire un arrêt cardiaque quand ils vont voir la formule. Je vous conseille simplement d'aller sur certains sites internet, notamment il y a le site de chez Berger Bullet, je mets le lien en description, qui permet de calculer la stabilité d'un projectile. Alors vous avez une liste des projectiles chez Berger, mais vous pouvez également changer les informations, notamment de poids et de longueur du projectile, pour simuler à peu près n'importe quel projectile du marché du commerce. Donc si le SG que vous annonce le calculateur est inférieur à 1, bon bah alors là, il n'y a pas photo, le projectile est instable. Il va arriver complètement de travers sur la cible, vous allez avoir des trous de serrure sur la cible, ça c'est pas bon. Lorsque vous avez un SG qui est compris entre 1 et 1.2, là, c'est au petit bonheur la chance. Ça peut être stable comme ça peut être instable. Franchement, là, vous êtes un peu dans la zone un peu dangereuse quand même, donc c'est un peu limite. Quand vous avez un SG qui est compris entre 1.2 et 1.5, vous êtes dit dans la zone de stabilité marginale. Vous allez avoir le projectile qui va voler relativement droit, mais vous allez perdre en efficience aérodynamique. En fait, votre projectile, au lieu de voler bien droit, il va voler avec un petit peu d'angle comme ça, ce qui va augmenter la surface d'opposition à l'air, et donc vous allez avoir un coefficient balistique qui va se voir diminuer. Exemple, le projectile est annoncé pour 0,400 par le fabricant, et vous êtes dans une safety factor, un SG à 1.2, bah dans les faits, vous serez peut-être à 0,360 au lieu de 0,400.
ok? C'est pas la faute du projectile, c'est la faute à votre canon qui ne le fait pas tourner assez vite, ok? Donc faut pas dire « Ah, le fabricant, il a annoncé des chiffres à la con ». Non, non, faut balayer devant sa porte avant. Et donc en fonction de si vous êtes à 1.2, 1.3, 1.4 ou 1.5, vous allez dégrader votre coefficient balistique plus ou moins de manière importante. Parfois on peut être à 1.45 et en fait avoir pile poil le SG, le BC annoncé par le fournisseur. Voilà, c'est en fonction de votre instabilité plus ou moins importante. Ensuite, dès qu'on dépasse 1.5 et qu'on est entre 1.5 et 2, on est dans la zone idéale. Ça, c'est le SG parfait. Vous allez suffisamment faire tourner rapidement le projectile pour avoir le plein potentiel du coefficient balistique, et vous n'allez pas trop le faire tourner vite sur lui-même pour avoir des défauts. Les défauts, on les a notamment quand on a des SG qui dépassent 2. Alors, là, attention, il y a un peu tout un tas de conneries sur Internet. Quand on a un SG supérieur à 2, on va pas avoir un coefficient balistique qui va être moins bon, non, on va avoir un coefficient balistique qui est normal, hein, qui est annoncé par le fournisseur, on va ni l'améliorer ni le diminuer. En revanche, quand on fait tourner un projectile très rapidement sur lui-même, on va montrer de manière très importante tous les défauts de concentricité du projectile, tous les défauts d'équilibrage du projectile. Plus vous faites tourner un projectile rapidement sur lui-même, plus ça va être difficile de le faire grouper. D'accord ? Donc en fait, vous allez avoir du mal à faire des beaux groupements bien serrés à moyenne et longue distance, même à courte distance, parce que vous le faites tourner trop vite sur lui-même. Pour ça, en fait, quand vous avez des pas de rayures qui sont hyper serrés et que vous faites tourner très rapidement des projectiles sur eux-mêmes, bah, vaut mieux tirer des composants premium avec une qualité de fabrication qui est excellente. Comme ça, en fait, ils ont moins de problèmes de concentricité et d'équilibrage, et donc vous n'allez pas dégrader vos groupements. Voilà, donc c'est ce que je peux vous conseiller quand vous avez des armes avec des pas de rayures très courts. Plutôt aller vers des projectiles premium pour éviter d'avoir ces problèmes des fois de difficulté à faire grouper les munitions. Ok, donc ça c'est dit. Et tiens, pour la petite histoire, en fait, quand vous regardez les rois de la précision, les tireurs de bench rest, qui tirent notamment du 6PPC, en fait, eux, ils vont vraiment chercher pile poil à avoir le bon SG. En fait, eux, ils cherchent pile poil la zone où c'est stable et il n'y a pas de défaut sur le groupement. Et eux, ils vont même faire des canons custom avec des pas de rayures custom. C'est-à-dire, au lieu de faire un pas de 14 ou de 15, bah, des fois vous voyez des armes avec des pas de 14,25 ou de 14,5 parce qu'ils sont vraiment sur la tranche, ils veulent faire voler leur projectile juste comme il faut, avec juste la bonne stabilité et pas la faire tourner trop vite sur eux-mêmes pour pas justement montrer ces défauts d'équilibrage des projectiles. Même si certains font des projectiles eux-mêmes de manière artisanale avec des qualités de grands malades, vraiment eux c'est les rois de faire des trous dans des trous, et ben ils vont jusqu'à choisir le pas de rayure à 0,25 près pour atteindre cet objectif. Alors si vous aimez ces vidéos, pensez à soutenir la chaîne. Il existe un programme, les membres privilèges, qui par le biais d'un petit abonnement mensuel permet d'avoir des vidéos qui sont exclusives, qui ne sortent jamais au grand public. Et vous avez toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne à minima 48 heures avant leur diffusion au grand public. En plus de ça, vous avez des petits bonus sur notre site internet, notamment sur le site internet Bullet Addict. Bref, ça soutient vraiment la chaîne et c'est grâce à ces membres privilèges que je continue à faire des vidéos sur YouTube, parce que clairement, la monétisation de contenu lié aux armes sur YouTube, c'est vraiment pas terrible. Alors vous verrez, si vous êtes dans le calculateur balistique de chez Berger, vous avez les conditions météo qui sont mises dans le calcul. Et là vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi en fait les conditions météo sont importantes? C'est hyper important et pour ça il faut revenir à pourquoi on stabilise un projectile. On le stabilise pour contrecarrer l'effet de la résistance aérodynamique qu'oppose l'air sur le projectile. Et cette résistance aérodynamique, elle dépend de la densité de l'air. Et donc cette densité de l'air va opposer une résistance différente, donc une force différente, donc un couple déstabilisateur différent. En gros, plus le projectile va freiner fort, plus il va être dans une masse d'air qui est dense, et plus il va falloir du coup avoir des rotations importantes pour le stabiliser. C'est pour ça que parfois vous pouvez avoir des projectiles qui sont stables, par exemple à 1000 mètres d'altitude à 20 degrés, et vous retombez au niveau de la mer et avec des températures très basses, et elles partent n'importe où. Bah en fait, la seule différence, c'est que la masse d'air rencontrée étant plus dense, elle va rencontrer une force de résistance plus importante, donc créer un couple déstabilisateur plus important, et en fait, votre canon fait peut-être pas tourner assez rapidement le projectile sur lui-même. Alors nous on a de la chance en France, on n'a pas des conditions météo extrêmement variables d'un point à l'autre et d'une saison à l'autre. Ça peut être le cas notamment aux États-Unis où vous pouvez avoir des endroits où il fait vraiment très froid, et des endroits où il fait très chaud avec des hautes altitudes. Bref, ils ont vraiment un gros panel de situations possibles, et ça c'est quelque chose qu'ils regardent particulièrement parce que quand ils vont aller faire leur voyage de chasse pour aller tirer le cerf de leur vie avec des voyages de chasse qui peuvent parfois coûter 15-20 000 euros, bah, croyez-moi que c'est important de vérifier que votre projectile il va être stable dans les conditions que vous allez rencontrer lors de votre chasse.
Allez, si on vient sur le dernier sujet, qui est le passage du plomb au sans plomb. Alors les projectiles en plomb, ils ont un truc qui est hyper avantageux, c'est le plomb. Le plomb c'est très bien, c'est très dense, donc ça permet d'avoir des projectiles qui sont lourds, tout en contenant des longueurs qui sont assez contenues. En plus le plomb c'est mou, c'est facile à matricer, bref ça a beaucoup d'avantages. Et donc en fait, des projectiles qui sont en plomb vont être très simples à stabiliser, on sait le faire depuis longtemps et ça ne nécessite pas des pas de rayures très particuliers, tout le monde sait le faire. En revanche, les projectiles en cuivre vont, du fait qu'ils sont en cuivre, avoir des propriétés très différentes. Je vous explique. Le plomb, ça a une densité d'à peu près 11 tonnes et demie par mètre cube. Le cuivre, on est à peine à 9 tonnes par mètre cube. Ça fait une différence de densité, de masse volumique d'environ 20 à 25%. En gros, comment ça va s'appliquer sur nos projectiles? Si vous gardez une géométrie identique entre un projectile qui a du plomb à l'intérieur et un projectile sans plomb, pour une géométrie identique, le projectile sans plomb sera obligatoirement entre 20 et 25% plus léger. Ok? En revanche, si vous dites, pour une même masse de plomb, 180 grains en plomb et 180 grains uniquement fait de cuivre, le projectile sera automatiquement 20 à 25% plus long. Bah oui, vous êtes bridé par le diamètre du projectile, il faut bien qu'il passe dans le canon. Donc si vous voulez augmenter la masse du projectile, parce que le cuivre c'est pas dense, obligatoirement il va falloir augmenter la longueur. Et souvenez-vous ce qu'on a dit au début de la vidéo, plus vous avez un projectile qui est long, plus le centre de pression est éloigné du centre de gravité, plus le couple des stabilisateurs est important, plus il faut le faire tourner rapidement sur lui-même. Ce qui veut dire que une 180 grains en plomb, vous pouvez parfaitement la stabiliser dans un 308 au pas de 12. Ça passe dans 90% du temps. Par contre, une 180 grains en sans plomb dans un pas de 12 en 308, vous oubliez, mais formellement. Il n'y a aucune chance que ce soit stable. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines carabines avec des pas de rayures qui sont relativement longs, le pas de 12 en 308, c'est un super exemple. Et en fait, aujourd'hui, il marche sur du plomb, mais demain, si on passe en sans plomb, vous êtes obligé de tirer des projectiles hyper légers. Du 130 grains, 140 grains, guère plus, parce que sinon, ça passera pas, ce sera pas stable. Et en fait, aujourd'hui, si vous êtes en pleine décision pour acheter une arme, réfléchissez à être future-proof au passage en sans plomb. C'est-à-dire, essayez d'avoir plutôt des pas de rayures qui sont un peu serrés, plutôt que des pas de rayures qui sont un peu longs. Comme ça, si jamais on a un changement de législation, on doit tirer du sans plomb, si vous avez par exemple un pas de 10 sur un 308, vous êtes relativement safe. Vous allez pouvoir tirer jusque du 180 grains en sans plomb, à peu près, pas plus. Donc du coup, c'est pas trop mal. Et si en plus vous décidez de faire un custom, par exemple, choisissez, comme beaucoup de mes potes en ce moment qui font des 308 en custom, ils prennent des pas de 9. Parce qu'en prenant un pas de 9, en fait, vous allez être capable de tirer grosso modo n'importe quel projectile en plomb, du 175 au 230 grains en plomb, et en fait en monométallique, vous allez être capable de tirer du 168 grains jusqu'à du grosso modo 200 grains en sans plomb. Et donc c'est hyper polyvalent, c'est hyper future-proof. Par contre, le fait d'avoir un pas de 9 vous impose de tirer des projectiles de bonne qualité, parce que si vous tirez des projectiles de merde, en fait comme vous allez les faire tourner vite sur eux, par le pas de 9, vous allez avoir des gros problèmes à faire grouper vos munitions. Donc le seul inconvénient de choisir un pas un peu serré, c'est juste ça vous impose de tirer des composants un peu premium. Bon, pour les personnes qui font des canons custom avec des pas de rayures un peu spécifiques, de base ils vont pas tirer des projectiles de merde, ils vont plutôt tirer des projectiles qualitatifs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, franchement ça aide beaucoup la chaîne, à liker, à partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo balistique. Allez, ciao ciao.